En RDC, précisément à Kivu, les civils subissent un regain de violence et des viols par les milices. Les victimes des exactions perpétrées par des miliciens racontent leur expérience dans cette édition. Au Niger, au moins 5 personnes, tous des civils nigériens, ont été tués en fin de semaine dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram, une attaque survenue dans la région de Difa, dans le sud-est du pays. Les Égyptiens votent ce mardi pour la deuxième journée de scrutin présidentiel de 3 jours. Pas de suspense, l'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sisi, est assuré de décrocher un deuxième mandat. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les Égyptiens, comme je vous le disais en titre, votent ce mardi pour la deuxième journée d'un scrutin présidentiel de 3 jours, une présidentielle sans suspense. L'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sisi, est assuré de décrocher un deuxième mandat. Mais l'enjeu ici, c'est bien sûr le taux de participation. Reportage. Dès les premières heures de lundi, des dizaines de personnes faisaient la queue devant les bureaux de vote en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été parmi les premiers à voter dans une école du quartier Kérot d'Héliopolis, placée sous haute surveillance. Très tôt déjà, des supporters de Sisi dansaient en brandissant des drapeaux égyptiens devant plusieurs bureaux de vote. La sécurité est renforcée à l'occasion, vu les menaces du groupe État islamique qui a promis de s'en prendre à des lieux liés aux élections. Détecteurs de métaux et soldats en armes à l'entrée, véhicules blindés stationnés dans plusieurs points de la capitale. Les mesures de sécurité prises par les autorités étaient ostensibles lundi. Quelques 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants sont appelés à voter sur 3 jours. Dans ce scrutin, les Égyptiens ont le choix entre Sisi, 63 ans, archi-favori, et Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, unique rival, mais aussi partisan déclaré du président. Tous les autres candidats potentiels ont été écartés, emprisonnés ou découragés. Dans ce contexte, les regards se tourneront vers le taux de participation susceptible de légitimer une réélection. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril. À la dernière présidentielle, Abdel Fattah al-Sisi avait atteint 37% après 2 jours de scrutin, puis 47,5% après une prolongation d'une journée. En 2014, Sisi faisait déjà face à un seul adversaire, Abdine Sabahi, figure connue de la gauche. Il l'avait emporté par 96,9% des voix. En Sierra Leone, la Haute Cour a rejeté ce lundi un recours du parti au pouvoir qui demandait le report du second tour de la présidentielle initialement prévu pour ce mardi. Un rejet à la suite duquel la Commission électorale nationale a réclamé un délai de quelques jours pour organiser le scrutin. Les détails. La justice sierra-léonaise, qui avait ordonné à la Commission électorale nationale de suspendre les préparatifs du scrutin, a rejeté lundi le recours du parti au pouvoir qui demandait le report du second tour de la présidentielle, initialement prévu ce mardi. Avant même ce dernier rebondissement, le second tour s'annonçait déjà très indécis entre le candidat du pouvoir, Samura Camara, et celui de l'opposition, l'ancien général Julius Maada Bio, après une campagne tendue. Dans cette discussion avec la justice, la commission électorale a proposé un report au 31 mars prochain, une proposition qui reste à confirmer. Julius Maada Bio, le candidat du SLPP, principal parti d'opposition, avait accusé dimanche le président sortant Ernest Bai Koroma, qui ne pouvait plus se représenter après 2 mandats, de se cacher derrière ses manœuvres visant le report du scrutin et de pousser la Sierra Leone au bord du chaos. Battu par Ernest Bai Koroma en 2012, Julius Maada Bio espère tenir sa revanche après avoir devancé de peu au premier tour Samura Camara, le candidat du parti au pouvoir, avec 43,3% des suffrages contre 42,7%. Dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Kivu, les civils subissent un regain de violence et de viols par les milices. Les victimes des exactions perpétrées par des miliciens racontent leur expérience. Entre-temps, l'ONU renouvelle ce mardi le mandat de sa force en République démocratique du Congo. Reportage. Recrudescence des violences pour des raisons obscures dans les villages du Kivu en République démocratique du Congo.
La terreur est conduite par des hommes en armes qui tuent, violent et pillent. Des milliers de civils en font les frais. Plusieurs villages dans la zone de Kabi-Kokole, dans la région de Bukavu, ont été attaqués début février par des miliciens, Raya Mutomboki. Une fillette et 2 autres femmes victimes de Kabi-Kokole se font soigner à l'hôpital de Panzi à Bukavu, dirigé par un charismatique gynécologue obstétricien. En 2015, on avait observé une diminution sensible de violences sexuelles de patientes qui se présentaient à l'hôpital. Et malheureusement, depuis fin 2016 et 2017, là, vraiment, c'est une augmentation remarquable. Les assaillants se sont introduits dans la maison. J'ai vu des Hutus entrer dans la maison. En arrivant, ils m'ont violée devant le père de mes enfants. La deuxième fois, j'étais dans la maison. Il y avait du bruit dehors. Quand je suis sortie voir ce qui se passait dehors, ils m'ont poussée de force. Ils m'ont violée devant mon enfant et ils disaient à mon enfant de regarder. Je ne savais pas qu'ils sont des rebelles. Ils étaient derrière une maisonnette comme ça. Ils ont quitté là. J'ai vu 3 personnes d'ailleurs. Les qui étaient devant, munis de roquettes. Le profil des victimes aussi a changé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'enfants qui sont violés. Le pourcentage d'enfants violés augmente et ça nous inquiète beaucoup. La protection des civils représente la priorité des Nations Unies. Pour preuve, elles renouvellent le mandat de leur force en RDC, la plus importante au monde, avec quelques 16 000 militaires. Justement, les Nations Unies doivent renouveler ce jour le mandat de leur force en République démocratique du Congo, la plus importante au monde. En ligne de mire, les élections prévues le 23 décembre pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Reportage. D'inspiration française, la nouvelle résolution qui doit être approuvée par le Conseil de sécurité insiste sur la nécessité de faire tout ce qui est possible pour que les élections du 23 décembre 2018 soient organisées dans des conditions requises de transparence, de crédibilité, d'inclusivité et de sécurité. Cela suppose que les 16 000 militaires de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, assurent la protection des civils et soutiennent le processus électoral jusqu'au transfert de pouvoir que les Nations Unies envisagent, non sans optimisme, autour du 12 janvier 2019. La précédente résolution de mars 2017 envisageait déjà une élection présidentielle en décembre 2017, un scrutin finalement reporté d'1 an par les autorités congolaises, officiellement pour cause de violence dans le Kasaï. Résultat, le président Joseph Kabila restera au pouvoir au moins jusqu'à début 2019, plus de 2 ans après la fin de son second mandat, le 20 décembre 2016. D'après la Constitution, la nouvelle résolution intervient dans un contexte de tension entre l'ONU et le président Kabila sur fond de crise politique, sécuritaire et humanitaire. Lors d'une conférence de presse le 26 janvier, le président avait déclaré vouloir clarifier les relations avec la MONUSCO qu'il accusait de n'avoir éradiqué aucun groupe armé sévissant en RDC, voire de vouloir co-gérer le pays. Plus récemment, Kinshasa vient de refuser de participer à une conférence des donateurs pour la RDC le 13 avril à Genève, co-présidée par l'ONU, estimant que les Nations Unies et les ONG exagéraient la crise humanitaire au Congo. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, envisagerait une visite avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans les mois qui viennent pour souligner l'intérêt qu'il porte à la préparation des élections. Au Niger, au moins 5 personnes, tous des civils nigériens, ont été tués en fin de semaine dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians du Boko Haram. Une attaque survenue dans le sud-est du pays, une région proche du Nigeria. Ce bilan a été confirmé par un élu de la localité qui a également fait état de plusieurs blessés graves. Reportage. Au moins 5 civils nigériens ont été tués et plusieurs autres blessés en fin de semaine dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram à Toumour, une commune de la région de Difa dans le sud-est du Niger. Selon des témoins, les combattants de Boko Haram ont mené l'attaque sur la place du marché vendredi en début de soirée, tirant sur la foule et emportant des vivres. Cette attaque de Boko Haram, la deuxième de cette année, après celle de janvier dernier, a sérieusement secoué et bouleversé les populations.
Mi-janvier, 7 militaires nigériens avaient déjà été tués et 17 autres blessés dans une attaque à Toumour, à l'est de Diffar, vers le bassin du lac Tchad. Ces attaques sont intervenues après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Diffar, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. Le 3 juin 2016, une attaque massive de Boko Haram avait fait 26 morts chez les militaires, ainsi qu'un nombre inconnu de victimes civiles dans la ville de Bosso, à une vingtaine de kilomètres de Toumour. Le Gabon entame ce lundi la révision de son code des hydrocarbures adopté le 28 août 2014. Ce code est très contesté par les compagnies pétrolières qui le jugent trop coercitif et peu attractif pour les investisseurs. Les détails. Libreville a fait venir tous les ministres du pétrole de la sous-région et des experts de l'Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP. Le but de la manœuvre est de faire venir des nouveaux investisseurs car le Gabon a de nouveaux blocs pétroliers à vendre pour booster sa production pétrolière en déclin. Charles Chen est l'un des plus grands experts pétroliers gabonais. Ancien cadre chez Elf et Shell, il a créé sa société de consulting et représente une dizaine de multinationales. Il combat l'actuel code pétrolier. Cette loi a été introduite en août 2014 et juste après, le prix du pétrole a commencé à décliner. Il fallait, comme certains pays l'ont fait, revoir le code. Et pour Charles Chen, plusieurs choses ne vont pas dans le bon sens dans ce code. Il est stipulé que l'État imposait 35% d'impôt sur la part de la société. Et sur un baril de pétrole produit, l'État gagne à peu près 81%. Depuis 2014, seuls 2 contrats ont été signés au Gabon. Si le code est révisé, l'expert est convaincu que les compagnies pétrolières vont revenir au Gabon. Beaucoup aimeraient, il y en a qui attendent. Si la loi change, ils reviendront, a-t-il expliqué. Pour rappel, le Gabon a atteint le pic de sa production en 1997 avec 390 000 barils par jour. Le déclin se poursuit, mais tous les analystes conviennent que le domaine pétrolier gabonais peut encore révéler de grandes surprises. Le gouvernement français a dévoilé lundi le volet prévention de sa stratégie santé. L'objectif ici est de préserver plusieurs dizaines de milliers de vies chaque année. Reportage. Traitement anti-tabac, remboursé comme n'importe quel médicament, vaccination anti-grippe en pharmacie, dépistage du cancer du col de l'utérus et que sais-je encore. Le gouvernement français a tenu compte de tous ces paramètres dans son plan de santé. De nouvelles régulations apportées à la lutte anti-tabac, à la grippe et au cancer. Signe de son importance, ce plan priorité prévention a été présenté par Édouard Philippe et la ministre de la Santé en France. Votre médecin pourra vous prescrire ces substituts nicotiniques et vous pourrez en obtenir le remboursement comme n'importe quel médicament. C'est à la fois une question d'égalité très réelle devant l'accès à un traitement qui coûte cher, mais c'est une question d'équilibre. D'un côté, on augmente le prix du paquet de cigarettes, mais de l'autre, on facilite l'accès au traitement de substitution. Il ne s'agit donc pas de taxer pour punir, mais inciter, orienter en offrant une vraie solution. Je le dis aux 6 millions de Français fumeurs qui veulent arrêter, c'est le moment de passer à l'acte. Nous accusons aussi un retard important en matière de vaccination, notamment contre la grippe. Le gouvernement précédent avait expérimenté dans certaines régions la vaccination par des pharmaciens qui sont présents dans un grand nombre de territoires. Cette mesure a démontré son efficacité. Nous allons donc la généraliser. Dès l'année prochaine, vous pourrez vous faire vacciner contre la grippe chez votre pharmacien. Parmi les autres mesures notables, le plan propose d'agrandir le pictogramme interdit aux femmes enceintes sur les bouteilles d'alcool en 2019 et de renforcer le dépistage de l'hépatite C pour éliminer cette maladie à l'horizon 2025. Au total, ce plan représente un investissement de 400 millions d'euros pour 5 années selon le gouvernement. Et c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika et ses différents sites. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.